Courage, il faut que je tienne bon. Jusqu'à maintenant, j'ai été la plus forte. Il leur manque une preuve irréfutable de ma culpabilité. Masami Kurumada aime semble-t-il la série Versailles Nobara, à travers Misty et Aphrodite, ou bien encore l'équipe de France dans Rin Nikakero. Pour le personnage dont je vais chroniquer, cette fois-ci, c'est Jeanne de la Motte qui semble avoir été la source d'inspiration du personnage de Pandore. On peut également indiquer que son personnage semble reprendre le design de Takako Kawai, la sœur de Takechi dans Rin Nikakero, personnage qui a servi de base justement à Shun. Rien ne se fait au hasard dans l'univers de Masami Kurumada. Mais à bien y réfléchir, c'est peut-être Ranko du manga Kojiro qui ressemble le plus à Pandore. Qui est Pandore? Qui est-elle? Ne serait-ce pas au fond le meilleur personnage féminin de l'univers de Saint Seiya? Ce personnage était un ovni dès sa première apparition dans le chapitre 70. On aurait pu se dire qu'à l'instar de Thétis, elle va être mise en déroute par des personnages masculins, que cela soit du côté des ennemis que dans son camp. Eh bien non, Pandore étonne par sa présence où le puissant Rhadamante s'agenouille devant elle. On sent qu'elle détient un rôle important dans la hiérarchie des spectres. Et ce nom est tellement fort, Pandore! Cela serait donc elle qui aurait réveillé les 108 spectres et qui parlerait au nom d'Hadès. Ce rôle féminin est vraiment très inédit dans Saint Seiya, si on accepte dans l'adaptation animée Hilda de Polaris, qui pourrait être potentiellement une autre source d'inspiration pour le mangaka après tout. Cela dit, on peut nuancer que pour de nombreux spécialistes, le véritable nom de Pandore serait Pandora. Pandora signifierait ornée de tous les dons. Alors Pandore est la première femme d'après la mythologie grecque, pas la mythologie biblique. Le point commun avec la Bible, c'est que tout comme Ève, elle n'a pas écouté les recommandations de Zeus qui lui avait dit de ne surtout pas ouvrir la boîte, tout comme Ève a goûté aux fruits défendus malgré l'interdiction de Dieu. Autre référence intéressante, c'est le serpent qu'elle orne sur sa bague. C'est une référence au jardin d'Éden, à savoir le serpent portant le nom de Nahash. Détenant une image du symbole du chaos, cela met davantage en valeur Pandore lorsqu'elle corrige Rhadamante avec. Et pourtant, malgré ses nombreux avantages, notamment le rosaire qui lui permet de voyager à travers les dimensions, le sort de ce personnage sera des plus tragiques. Outre cela, dans Saint Seiya, Pandore met en valeur le grand cœur d'Hadès, à vouloir éviter le plus possible de blesser ses spectres, puisque ce sont les anciens Gold Saints qui feront le boulot à leur place. Un choix intéressant mais naïf, puisque ceux-ci sont là pour duper l'armée d'Hadès à la moindre occasion, et ça, Rhadamante le comprend très bien. Et là, on a le droit à une dispute au sein des ennemis, ce qui est assez rare, car si, en effet, Rhadamante a dépêché des spectres sans autorisation pour surveiller Saga et les autres, non seulement ils ont tous été vaincus, et Pandore a été mise au courant par le fourbe Zélos. Qui avait la meilleure stratégie au fond? Car sans les spectres, oui, Aldébaran serait peut-être encore vivant, bon, je ne peux pas le certifier, mais admettons. Mais plus loin, Mu indique à Gigante ouvertement qu'au fond, les spectres risquent bien de gêner la traversée de Saga. On pourra nuancer toutefois qu'il se heurtera plus tard à Miu, qui est d'un niveau incroyable. Mais effectivement, à travers les motivations maquillées, le sanctuaire aurait été mis en difficulté, quoi qu'il puisse arriver. Donc Rhadamante avait-il raison à coup sûr? Le débat reste ouvert. La dispute entre Rhadamante et Pandore reste très populaire chez les fans de Saint Seiya, car forcément inhabituelle, et Lost Canvas mettra l'accent sur ce duo, où cette fois-ci, eh bien, les deux personnages formeront un duo complémentaire. Jusqu'à la fin, Rhadamante sera là pour Pandore, ce qui est le contraire dans le manga de base. Il y a une scène que j'adore, c'est bien évidemment le retour de Saga, Shura et Camus. L'adaptation animée surprend même les fans puisque la musique déployée est issue du film Abel, qu'on a tous nommé la marche militaire, mais qui ne fut jamais édité par les CD de la Columbia. Quoi qu'il en soit,
Pandore fait preuve de méfiance et pourtant elle se fait à moitié berner et est menacée par Shura. Pourtant, il n'y aura pas de négociation possible avec elle. Et contrairement au personnage de Thétis, qui est vite impressionné par la menace chez les saintes, il n'en sera rien avec Pandore. Tiens, une particularité que je n'avais pas évoquée, mais Masumi Kurumada fait fermer les yeux de son personnage pendant très longtemps, à tel point qu'on pouvait se demander s'il n'en était pas aveugle. Et au moment où Zélos découvre le drap de sang, alors qu'il était supposé abriter le corps d'Athéna, elle commence à ouvrir les yeux. Et elle ouvre pleinement lorsqu'elle indique à Saga et les siens qu'ils ont oublié une information importante. Son regard et la réaction des saintes, cela laisse indiquer qu'elle a enclenché quelque chose d'incroyable. Un jet de lumière apparaît et Pandore semble cette fois-ci devenue un personnage machiavélique, elle qui avait des émotions discrètes jusqu'alors. Le personnage de Pandore apparaît rayonné de lumière. Oui, la durée de vie de Saga prendra bientôt fin et au fond, Pandore, elle n'a rien fait. Masumi Kurumada nous a bluffé, car on était en droit de croire que ce personnage serait immensément puissant pour stopper définitivement Saga, Shura et Camus, et en fait, non. Saga, ne désirant pas trahir Athéna, fait malgré tout part d'un terrible indice à Pandore, puisqu'il lui laisse entrevoir qu'Athéna va se diriger en enfer. Là encore, le mangaka met parfaitement bien en valeur les yeux du personnage terriblement expressif. La scène fonctionne bien, même si je me suis toujours demandé comment faisait Rhadamante pour ne pas croiser Saga. Et oui, car une fois que Pandore s'est occupée de Rhadamante, eh bien, elle convoque Saga. Donc j'aurais bien aimé voir les deux se rencontrer, tiens. Pandore nous fait une promesse bien classe, mais qui ne sera pas développée. Car oui, elle indique que de nombreux spectres barreront la route pour Saori. Et, on le sait tous que non, malin Shaka et Saori, malin. On pourra revenir sur les OAV de 2002. Le staff connaissait la fin du manga et cela a permis de fouiller quelques personnages. On exploite une pseudo-romance unidirectionnelle de Rhadamante envers Pandore lorsqu'il contemple son tableau de famille. La fin du chapitre Hades nous montrera que Pandore avait plutôt développé des sentiments pour Ikki. Triste destin pour les femmes qui aiment Ikki. Déjà, le casting est assez impressionnant, car oui, Rhadamante n'est pas incarné par n'importe qui, mais alors Pandore, mon dieu, le staff est allé chercher Maya Sakamoto. Bon alors, si vous êtes fan d'Escaflowne, vous savez que ce nom signifie quelque chose. Elle y incarnait Hitomi, d'ailleurs c'est ça qui l'a rendue célèbre. Maya Sakamoto est une grande seiyuu, sa voix douce et pleine de nuances est incroyable. Et c'est aussi une remarquable chanteuse. Oui, j'adore son album Shunen Alice pour info. D'ailleurs, j'ai utilisé la musique pour l'introduction. Et sa prestation sera spectaculaire sur ce personnage. C'est vraiment l'un des meilleurs points du nouveau casting. Et dans des moments clés, oui, elle donne l'ambiguïté au personnage de Pandore. On peut vraiment dire que Maya Sakamoto a soigné à la perfection l'un des meilleurs personnages féminins du manga. Et la scène dans l'OAV 13 où elle croisera furtivement Shun, c'était une délicieuse idée. Des éléments, ma foi, excellents et qui avaient vraiment leur place. Cela dit, attention, elle était férocement dirigée par Shigehatsu Yamauchi dans l'adaptation de Junikyu. Et lorsqu'elle sera dirigée par Tomoharu Katsumata, de nombreux fans japonais voyaient une différence dans son interprétation. Elle incarnera plus tard la voix d'Athéna dans Lost Canvas. Alors attention, celle du 15e siècle Passacha, donc un choix intéressant de la part de TMS. Au Judaica, le palais de l'empereur Hadès, malgré le fait que Pandore soit une âme abîmée et qui croit en la cause d'Hadès, elle causera une bien horrible machination à travers Orphée. D'ailleurs, le point commun entre Orphée et Saga à travers Pandore, eh bien, c'est l'utilisation de la lumière, un élément bien choisi pour Pandore. Cet élément de l'histoire pourrait presque contredire un peu la mentalité de Pandore, tout du moins de l'image qu'on se fait, mais elle met en valeur son fanatisme pour son frère, pour qui elle ferait n'importe quoi. Oui, on va enfin parler de sa relation avec son frère, et d'Ikki et Shun par la même occasion. Pandore, dans le château Einstein, devait avoir un frère. Après la libération de Thanatos et Hypnose, son frère est né, mais sous forme de Cosmo, ce qui donne un design assez lugubre et énigmatique, car Pandore est à la recherche du corps le plus pur pour y accueillir l'âme d'Hadès.
Bizarrement, les OAV du Mekai oublient de préciser ce détail d'être humain le plus pur pour accueillir l'âme d'Hadès, et on ne comprend pas pourquoi c'est spécialement Shun qui est choisi. Est-ce que c'est un oubli ou un choix volontaire du staff de l'animé? Un scénario bien foutu et qui ne ressemble en rien à celui de Julian Solo et Saori Kido. Vraiment, la quête de ce personnage est bien établie à mon humble avis. Ses yeux se fixeront sur Shun, mais Ikki s'interposera. Cette scène pourrait faire écho à l'illusion de Shaka lorsqu'Ikki le combattait, où on pouvait voir déjà Ikki s'accrocher à la vie grâce à son frère. C'est en tout cas les deux seules fois où nous verrons Ikki enfant en dehors de la Fondation Grade, d'où ce rapprochement. Mais quoi qu'il en soit, c'est une très belle réutilisation d'un traumatisme d'enfance d'Ikki exploité pendant le combat contre Shaka. On pourrait croire que Kurumada l'avait un peu anticipé. Ne pouvant s'emparer de Shun, Pandore donne alors un terrible médaillon au bébé, afin de retrouver plus facilement sa trace. Mieux, la destinée de Shun sera d'aller vers Hades. Alors, si vous êtes fan de shoujo et ainsi que des clamps, ce flashback pourrait peut-être vous faire penser à l'excellent manga Tokyo Babylon, où l'impitoyable Seishiro Sakurazuka avait croisé par accident le jeune Subaru et y marqua un élément afin de le reconnaître plus tard. Et d'ailleurs, il ôtera la mémoire à notre héros, chose que Pandore fait à Ikki. Bon alors, je précise toutefois que Tokyo Babylon est sorti après. Mais bref, oui, lycée Tokyo Babylon, c'est génial. Quoi qu'il en soit, la révélation sera de taille pour Ikki lorsqu'il fera face à Pandore. Mais bien avant, on a le droit à une rencontre entre Pandore et Orphée. Alors, je ne l'avais pas mis dans ma vidéo sur les incohérences, mais peut-être que j'aurais dû. Mais comment font Seiya et Shun pour esquiver les coups de trident de Pandore? Alors ça, je me suis toujours interrogé. Quoi qu'il en soit, Pandore semble se faire plusieurs fois tromper par les saints, que cela soit par Saga, maintenant Orphée. Oui, plusieurs personnages se déjouent d'elle un peu trop facilement, je trouve. Et les trois juges se demandent si c'est bien raisonnable de préférer écouter Orphée plutôt que d'aller exterminer les saints Trodents en enfer. Oui, le sens de la stratégie de Pandore lui fait défaut à mon sens. On a le droit à des révélations intéressantes. Déjà, Pandore avait caché à tous que le corps d'Hadès n'était pas en enfer. Une silhouette apparaissait, mais il ne s'agissait pas de son enveloppe physique. Bref, personne n'avait été mis dans la confidence dans l'armée. Un choix assez étonnant à n'en pas douter, et Radamanth et Minoséac en sont surpris. Mais concernant une nouvelle fois cette âme, eh bien, elle prenait l'apparence de Shun car, en fait, Hadès avait hâte de ne faire qu'un avec son corps. Pandore retrouve son frère qu'elle aime affectueusement, mais la cruauté, elle se situe de l'autre côté, car si on y réfléchit bien, Hadès n'a pas de réelle considération pour elle. D'ailleurs, Thanatos semble la tuer, mais sans son accord. Le personnage semble vraiment être indifférent aux yeux de Thanatos et Hadès. Quant à Hypnose, il est le seul à regretter en fait son décès. Alors, je vais en profiter pour faire une parenthèse aux autres mangas. Lost Canvas étudiera cela d'une manière intéressante. Si Pandore veille sur Hadès, même si ça n'empêchera pas de l'enfermer suite à des choix discutables, et bien surprise, Alone révélera qu'il se servait depuis le début d'Hadès et non le contraire. On rajoute également les coups tordus de Yoma. Et oui, Pandore, bien qu'en haut de la hiérarchie, est trahi de tous les côtés. Quelque chose que je ne comprends pas très bien dans cette série, c'est le physique de Pandore. Et cette façon de la sensualiser, cela m'a toujours bloqué. Et puis, il y a le côté un peu Alone versus Tenma et Pandore versus Sacha. Alors, c'est intéressant que Pandore s'oppose à Athéna, mais je suis un peu déçu de la manière dont c'est fait à croire que Pandore est là pour faire face à un personnage du même sexe qu'elle chez les héros. Alors que dans Next Dimension, pour l'instant, le personnage est un peu trop sage, et surtout, elle ne détient pour le moment pas un rôle majeur dans l'intrigue. La sœur d'Hadès se nomme encore et heureusement Pandore. C'est elle qui dépêche Tsukio d'aller au sanctuaire pour y tuer la nouvelle Athéna qui vient d'arriver. La scène entre Pandore et Vermeer rappelle un peu celle entre Milo et le grand Pop au sujet d'Aiolia. Quoi qu'il en soit, la stratégie de Pandore dans Next Dimension est un peu plus pertinente que celle du présent. On pourrait me rétorquer qu'elle fait encore confiance à d'anciens saints pour faire la besogne à la place des spectres. Son look a légèrement changé dans Next Dimension. Revenons dans le présent où Pandore téléporte Ikki au Judieka. Et là, horreur, le personnage n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Masami Kurumada voulant absolument créer un duel autour d'Hadès et Ikki, Pandore fait pas le figure. Bon, j'avais déjà parlé de cette scène dans la vidéo sur le Mekai, mais oui, l'adaptation animée rend la défaite moins humiliante que dans le manga.
Pandore se retrouve à faire ce que de nombreux personnages font dans les mangas sportifs, elle commente pour le lecteur ce qui se passe et met assez bien en valeur la ténacité du phénix. Et le dialogue entre elle et Ikki sera intéressant, car c'est au fond ce qui fera changer de camp à ce personnage. Et malgré cela, elle frappera le dos d'Ikki avec son précieux trident. La prestation de Pandore n'est pas extraordinaire pour parler franchement. Sur le plan psychologique, c'est intéressant car elle est témoin de l'amour d'Ikki envers Shun, et elle n'en est pas indifférente, elle qui n'a au fond rien reçu. D'ailleurs, elle indique à Valentine qu'Ikki était le frère de celui qui hébergea l'âme d'Hadès, et qu'en conséquence, il fallait y prendre soin. Mais quand Valentine balance le corps d'Ikki devant Seiya, on n'a pas vraiment l'impression que son ordre a été écouté. Donc, son rapport avec les spectres est peut-être ingrat au fond, et sa trahison fait sens. Par le rythme de la narration du manga, allant à 100 à l'heure, oui, il nous manque des éléments car Pandore disparaît au Judeka lorsque son frère lui demande « D'accord, mais où était-elle tout ce temps ?» Shaka arrive, Tue Gold-Saint également, et Pandore, non, elle n'était plus là. Et on peut regarder la carte des enfers et se demander dans quel temple elle était. Conscient que cette absence fut remarquée, l'adaptation animée corrigera cela. Du moins, ils feront ce qu'ils pourront, car elle se cache derrière un pilier. Et elle commentera un peu l'action. Néanmoins, le personnage se questionne, donc ce n'est pas tout à fait inintéressant. Mais oui, cette partie-là précise du manga, l'auteur congédie Pandore un peu brutalement. Son passé ressurgira, tout du moins les pièces manquantes, lorsqu'elle retrouvera Ikki. Sur le flashback de Pandore, il y a au moins un mystère qu'on pourra relever. D'abord, pourquoi Thanatos et Hypnos étaient enfermés dans ce château en Allemagne? Est-ce que cette résidence appartenait jadis à d'anciens saints d'Athéna? Alors, dans la fin de Lost Canvas, l'ancienne Pandore assiège un château en Allemagne. Elle y met les divinités enfermées par Hakurai et Sage et s'éloigne avec Séchir. Pandore du présent serait donc indirectement la descendante de la Pandore de Lost Canvas, selon Teshirogi. Et le château serait devenu le château des Einstein. Concernant son âge, par rapport aux indices, on pourra souligner qu'elle n'avait que 3 ans lorsque Thanatos et Hypnos sont libérés. Oui, car il y a indiqué sur sa fiche qu'elle avait 16 ans. Et comme son flashback se passe 13 ans auparavant, oui, le chiffre 13 est important dans Saint Seiya. Au final, la fin de Pandore est exquise, car on apprend qu'elle a été malmenée toute sa vie. La vie de Pandore, qui est donc décrite, est vraiment d'une tristesse incroyable à mes yeux. Sa mort est vraiment unique dans l'univers de Saint Seiya, et les magnifiques dessins de Shingoraki lui rendront un bel hommage à cette femme forte. Elle semble avoir des sentiments pour Ikki, et cela ne le laissera pas indifférent lorsqu'on le voit parler d'elle face à Thanatos. Destin tragique des femmes proches d'Ikki. Elle laisse un goût amer, elle n'aura vu que du gris toute sa vie et Ikki lui aura rappelé que le sang est rouge, comme les roses de Versailles et les sentiments qu'elle a ressentis avant de mourir. Kurumada ne laisse jamais de réponse claire sur ce genre de sentiments et tout est suggéré. Un magnifique personnage tragique digne d'une tragédie grecque. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt, salut.